Merci beaucoup pour avoir mis l'accent sur toujours cette ambivalence ou cette ambiguïté peut-être chez le président Senghor, y compris d'ailleurs par rapport à la démocratie, avec donc l'accent que vous avez mis sur comme il le disait même, déchiré par ce double courant, hein, cette vie entre deux cultures, entre la culture française, européenne et puis la culture africaine, que vous avez mis en valeur, avec effectivement un certain nombre de valeurs qui se traduisaient quand même dans sa politique, et cette ambiguïté aussi par rapport à sa conception de la décolonisation, effectivement, qui n'était pas forcément une évidence par rapport à l'Afrique de manière générale. Merci beaucoup. On va passer maintenant à Monsieur Dia, Ibrahima Dia, que j'ai plaisir à entendre sur Senghor, une œuvre littéraire humaniste. Là, on parle vraiment plutôt de ses écrits, donc du poète plutôt que du président. En fait, les deux n'étant jamais très éloignés l'un de l'autre. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente. Après Senghor et la francophonie, et Senghor effectivement et la démocratie, nous allons parler de Senghor effectivement, une œuvre littéraire essentiellement humaniste. On l'a dit tout à l'heure d'ailleurs, c'est la substance même de ce qui en a découlé des deux interventions de mes devanciers. L'œuvre de Senghor est profondément humaniste, en dehors de cette dualité humanisme et universalisme. Au regard de la trajectoire, à la fois rectiligne et linéaire, en ce sens que tout cela s'inscrit dans un projet. L'humanisme, c'est Senghor, émane de doctrine qui prend pour fin la personne humaine. Il s'agit du culte de tout ce qui est l'homme. Avant Senghor, force est de le constater et de le réitérer, les auteurs de la Renaissance avaient déblayé le terrain. En effet, le mouvement de Renaissance est caractérisé par un effort pour relever la dignité de l'esprit humain et de mettre en valeur l'homme en tant que tel. Senghor, un grand humaniste, certainement, ce que vous avez dit tout à l'heure, son passage, c'est les prêtres d'Ingazobile, c'est le collège Huberman, entre autres, a influencé bien évidemment sa doctrine. L'universalisme senghorien s'identifie à cette optique. Pour Senghor, il s'agit de former l'esprit humain par le prisme de la littérature et de la science. Il disait: il est peu de notions aussi riches, aussi substantielles que celle de l'humanisme, par sa signification, sa consistance et son application. Le concept, le vocable ou la notion, comme vous voulez, s'identifie à tout ce qui émane de l'homme, à tout ce qui concerne l'homme et l'humanité. Donc Senghor, au-delà des frontières africaines, s'est immédiatement projeté dans une optique mondiale, internationaliste, pan-humaniste. De ces élucidations conceptuelles précitées, on déduit que la pensée de Senghor est profondément humaniste, puisqu'elle vise des buts exactement superposables à ceux de l'humanisme européen. Elle a pour objet l'homme, non seulement l'homme africain ou l'homme noir, mais l'homme universel, puisque l'Occident est aussi aliéné par son propre savoir, disait Senghor, sa propre conception du monde et de la place de l'homme dans le monde et dans l'histoire. Il s'agit de libérer les dominés, disait Senghor, et par contre-coup les dominateurs, et de rendre les uns et les autres à leur mission première, l'amour et le progrès. L'humanisme senghorien repose sur un retour aux sources, non seulement, comme vous l'avez cité tout à l'heure, non seulement aux sources grecques, latines, mais aussi et surtout africaines, égyptiennes, méditerranéennes, mésopotamiennes, indiennes, entre autres. Vous remarquerez qu'il est dans une optique globalisatrice. Bref, tout ce qui dans l'ancien monde, du triptyque Europe, Asie, Afrique, est à la fois à la base de l'histoire de l'humanité, telle qu'elle va et qui pourrait contribuer
à la réorienter dans le bon sens, au service de l'avènement d'une civilisation qui soit non pas une civilisation universelle, il le dit bien, mais une civilisation de l'universel. Et en ce sens qu'elle est, dans l'ordre normal des choses, faite de la meilleure part des apports de chacun. Donc il est dans une optique de synergie des sources. Chers amis, comme vous le savez, on le voit bien, l'humanisme est non seulement un motif très important dans l'œuvre de Senghor, tant dans son œuvre théorique que dans son œuvre poétique, mais encore, il est au cœur même de sa littérature. Mieux, l'humanisme senghorien peut être perçu, dans un certain point de vue, comme une sorte de fil conducteur qui traverse de part à part l'œuvre senghorienne qui lui donne une substance et une certaine cohérence. Pour lui, il s'agit d'une convergence pan-humaine qui est le propre de l'Homo sapiens, qui fera la symbiose, vous l'avez dit tout à l'heure, des valeurs complémentaires de toutes les ethnies, de toutes les races, de toutes les religions, en somme, de toutes les personnes, et ce, quelles que soient leurs différences économiques, sociales, raciales, entre autres. Senghor a fait ses humanités gréco-latines et françaises. Il a vécu avec les premières décennies du XXe siècle, les grandes perturbations, guerres, calamités que l'humanité a connues, les conséquences de la traite négrière, la colonisation, les guerres mondiales. Aussi, il a vu les premières conséquences de ce qu'on a appelé la mondialisation, ce grand village planétaire, le développement exponentiel de l'information, le marché, la détérioration des termes de l'échange, la question de l'identité, la nation, le panafricanisme que vous avez écouté tout à l'heure, M. Salah, et le pan-négrisme et les deux blocs nord-sud. Oui, avec ce vécu, cet environnement social, culturel, économique, Senghor ne pouvait pas manquer de s'intéresser aux grandes questions de ces années, l'humanisme, bien évidemment, et l'universalisme. Dans ses écrits théoriques, comme dans sa poésie, on note une forte prégnance à la réflexion de cette dualité essentielle, complémentaire. L'humanisme senghorien repose sur deux postulats de base qui lui donnent effectivement un certain équilibre. D'abord, il s'agit d'une configuration horizontale, en ce sens qu'il tient compte de ce qui est commun à tous les êtres humains. D'autre part, il s'agit de cette configuration verticale qui milite pour un relativisme de bon aloi. Il s'agit de tenir compte de ce qui est propre à chaque culture, à chaque groupe humain placé dans un espace-temps déterminé, dans un espace-temps spécifique. Ainsi, après les tentatives d'élucidation de la consistance de l'humanisme aux valeurs qui sont le cœur même de la littérature senghorienne, à travers ses principales caractéristiques résultantes de l'homme idéal, le nouvel homme du XXIe siècle, ce qu'on appelle l'honnête homme, comme il disait, du XXIe siècle, on déclinera dans un premier temps la consistance de sa philosophie humaniste à l'aune de la négritude. Dans un second temps, son humanisme en tant que vecteur de ces 5 libertés que vous avez citées tout à l'heure. Dans un troisième temps, sa philosophie humaniste qui exprime sa poésie. Enfin, parler de Senghor sans parler de Teilhard de Chardin serait équivoque de ma part, parce que Teilhard de Chardin, effectivement, madame, l'a bien inspiré. Et on conclura effectivement avec cela. Mais rassurez-vous, je vais être laconique, madame la présidente, je ne vais pas emprunter mes habitudes de la logorée. Rassurez-vous. La philosophie senghorienne, une philosophie humaniste dans sa conception de la négritude. C'est à l'occasion de ses études à l'Université de Paris qu'il rencontre Aimé Césaire, et dans cette spirale de reniement de leur identité, de revendication de leur identité, d'invocation de leur noirité, qu'il se lie avec d'autres intellectuels de la diaspora africaine, notamment à travers la revue du Monde Noir, et au niveau, effectivement, là où il fréquentait à Paris, le salon littéraire, effectivement, dirigé par cette fameuse grande dame qui était leur sœur, Paulette Nardal. Il y côtoie
Jean-Price Mars, il côtoie également René Maran, il côtoie Léon Gontran Damas et d'autres grands intellectuels. Alors qu'il était étudiant, il créa en compagnie du Martiniquais Aimé Césaire et du Guyanais Léon Gontran Damas la revue contestataire L'étudiant noir en 1934. C'est dans ces pages qu'il déclinera pour la première fois sa conception de la négritude, notion introduite par Aimé Césaire dans un texte intitulé Négrerie. Pour Césaire, si la négritude est la simple reconnaissance du fait d'être noir et l'acceptation de ce fait, de leur destin de noir, de leur histoire et de leur culture, pour Senghor, la négritude, c'est l'ensemble des valeurs culturelles du monde noir, telles qu'elles s'expriment dans la vie, dans les institutions et dans les œuvres des Noirs. Senghor dira, je cite, « Pour m'exprimer vraiment en nègre, la négritude, c'est le tréfonds du peuple noir. C'est le fond, ce n'est pas la forme du peuple noir. C'est le rythme, c'est un mouvement, car la vie est mouvement, la vie est rythme. » Par ailleurs, il convient de noter, comme l'a souligné tout à l'heure le professeur Salah, que ce courant de négritude a fait l'objet de nombreuses critiques de la part d'intellectuels africains. On l'a cité tout à l'heure. C'est le cas de Yembo Ouelegen, dans son œuvre intitulée Devoir de violence, publiée en 1968. C'est le cas également de Wole Soyinka, prix Nobel de la littérature en 1986, dans sa conception de la négritude, où il s'adressait à Senghor en disant que le tigre ne sente pas sa tigritude, mais bondit sur sa proie. C'est le cas également de Stanislas Adutevi, dans son œuvre intitulée Négritude et Négrologue, ouvrage d'ailleurs qui était censuré à Dakar durant tout le règne de Senghor, et une partie effectivement de la gouvernance d'Abdou Diouf. C'est le cas d'Henri Lopez et de nombreux intellectuels africains qui n'avaient pas compris Senghor. Et d'ailleurs, cette maxime qu'il avait utilisée, la raison est hélène, l'émotion est nègre, a fait l'objet, d'où même de notre génération, vous parlez de votre génération, au Sénégal, d'une détestation senghorienne. Il a fallu, grâce à un professeur de littérature brillant, qu'on comprenne quelle était la substance de la pensée de Senghor. C'est pour dire l'homme était tellement en avance sur sa génération qu'effectivement, il était équivoque, mais il était équivoque volontairement. La deuxième partie, humanisme et universalisme, une dualité fondement des libertés, bien évidemment. Dans les 5 libertés, écrits que Senghor a écrit entre 1964 et 1995, où Senghor rassemble l'ensemble de ses publications, ses conférences, ses communications, ses préfaces, allocutions diverses, discours de circonstances, etc. On y constate la présence insistante de préoccupations inspirées de la dualité humanisme et universalisme. À cet égard, la titrologie même des 5 libertés, Liberté 1, Négritude et humanisme, publié en 1964. Liberté 2, Négritude et voie africaine du socialisme, publié en 1971. Liberté 3, Négritude et civilisation de l'universel, publié en 1977. Liberté 4, Socialisme et planification, publié en 1983. Liberté 5, Le dialogue des cultures, publié en 1992. Sans oublier son œuvre référence intitulée Anthropologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française, précédée d'Hostie noire, préfacée par Jean-Paul Sartre en 1948. Dans son discours également à l'université de Kinshasa, le 7 janvier 1968, Senghor indiquait, encore une fois, l'humanisme du XXe siècle est au rendez-vous du donner et du recevoir. Et c'est dans cette seule mesure que sera la civilisation de l'universel. Pour lui, l'homme doit être au centre des préoccupations. Il disait dans Liberté 1, notamment à la page 286 de son article intitulé « Éléments constitutifs d'une civilisation d'inspiration négro-africaine » qu'on ne bâtit pas un État moderne pour le plaisir de bâtir, que l'action n'est pas une fin en soi, qu'il s'agit en définitive
de créer les conditions d'une humanité en marche vers sa réalisation totale, dans le temps et dans l'espace. À titre d'exemple, en parcourant Liberté 1, on y verra que la plupart des 58 articles qui la constituent traitent de points relatifs à l'humanisme tel que le conçoit, le vit et le prône Senghor. Dans Liberté 2, relative à la négritude et voie africaine du socialisme, idem. Quant à Liberté 3, on y constatera avec profit des articles tels que Université, Universum, ou encore Négritude et un universalisme du XXe siècle, la francophonie comme contribution à la civilisation de l'universel. Bref, quant aux dernières des séries de Liberté, 5e du nom, il est tout entier voué à l'humanisme à travers une modalité que Senghor assigne à celui-ci, d'être le cadre et le promoteur du dialogue des cultures. Selon Senghor, pour que les cultures puissent dialoguer, il faut d'abord qu'elles se connaissent elles-mêmes dans leurs composantes les plus infimes, ou plus particulièrement pour mettre fin au mépris des cultures. Donc il était toujours dans cette optique de décloisonnement, de lutte contre l'exclusion, et de toutes les sortes d'exclusion, bien évidemment. Dans Dialogue des cultures, page 210, effectivement Liberté 5, Senghor indique qu'il s'agit d'un fait mondial. Selon lui, toutes les cultures et tous les continents, races et nations sont aujourd'hui des cultures de symbiose. Il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure. Où les 4 facteurs fondamentaux que sont la sensibilité, la volonté, l'institution, l'intuition, la discussion jouent de plus en plus des rôles équilibrés. À ce vaste dialogue qui se fait à l'échelle universelle, tous les continents ont contribué. Le plus vieux, l'Afrique, comme le plus jeune, l'Amérique. Le problème majeur aujourd'hui pour l'humanité, c'est que chacun des continents, races ou nations, chaque homme, chaque femme, prennent enfin conscience de cette révolution culturelle, que surtout, enterrant le mépris culturel, il y apporte son active contribution. C'est bien là le cœur même de l'humanisme senghorien, tel qu'il le conçoit. Une action concertée, une action concrète en vue de l'édification commune d'un monde nouveau, où la différence ne sera plus cause d'exclusion ou de rejet. Le message humaniste senghorien est multiforme et fort ancien. Le poète, l'homme politique, ils l'ont de concert. Il le dit, il le redit. Sur près de 60 ans de vie, entièrement dévoué au combat pour le triomphe d'idées généreuses, peut-être par voie utopiste même. Et l'on peut qu'admirer la justesse, bien évidemment, cher ami, la justesse d'esprit, la subtilité avec laquelle Senghor annonçait à tout venant que l'aveuglement des hommes risquait d'entraîner l'humanité dans des voies sans issue, dans des impasses sources de régression. Il n'y a qu'à voir notre actualité pour se rendre compte de l'actualité de Sans Pensée. D'ailleurs, une des preuves tangibles de l'actualité de Sans Pensée réside, hélas, dans le constat que notre monde, en ces débuts du XXIe siècle, est plus que jamais plongé dans l'intégrisme de toutes sortes, dans le refus de la différence, dans l'exclusion de l'étranger, dans l'expression intolérante de conviction que chacun est supérieur à l'autre, sans oublier la montée des extrêmes et leur idéologie basée sur l'exclusion intégriste. L'intégrisme religieux, effectivement, est patent dans ce domaine-là, avec son forfait ignoble et ignominieux en termes d'actes de terrorisme et entre autres. À l'image des humanistes tels que Montaigne, il s'est senti interpellé. Il a pris position, bien évidemment. Et non pour déplaire, mais pour servir. Troisième partie, laconique, les amis. Une forte dimension poétique, expression d'une fraternité universelle. Ah oui, la poésie de Senghor, à tous les niveaux, et dans l'ensemble de ses recueils, exprime une fraternité, invoque une fraternité universelle et révoque l'exclusion
révoque la haine. Dans un article intitulé L'humanisme de l'universel dans l'œuvre de Cheikh Anta Diop, de Bertin Mokoko affirme que la poésie de Senghor est tout entière dévouée par un humanisme et un universalisme impressible. L'humanisme et l'universalisme de Senghor est l'un des thèmes qui sous-tendent l'œuvre poétique de celui-ci et qui permettent d'en appréhender la base théorique et anthropologique. Il commence avec le recueil Chants d'ombre et traverse à divers niveaux et paliers tous les autres recueils, Hostie noire, Étopique, Nocturne, Lettres d'hiver et les élégies majeures, entre autres. L'humanisme et la civilisation de l'universel n'est pas seulement un thème de création poétique, c'est aussi une idée forte, fondamentale. C'est la conception senghorienne de la négritude, de la francophonie. En somme, c'est la matrice même de sa philosophie. Lucas Antodi Mondjonjo, le Congolais, excusez-moi de d'écorcer les termes congolais parfois, nos frères, tu m'excuses mon cher, il disait, à cette époque, d'ailleurs M. le maire l'a dit tout à l'heure, à cette époque des années 30, où le racisme est parrainé par des sommités scientifiques, je répète, à cette époque des années 30, où le racisme est parrainé par des sommités scientifiques, il est surprenant de voir des Noirs nourris aux humanismes gréco-latines se draper dans leur peau et user de la langue de Descartes pour appeler à l'aboutissement d'une internationale fraternité. C'est magnifique. Dès lors, dès le poème initial In Memoriam, dans sa poésie In Memoriam, qui ouvre le premier recueil Chants d'ombre en 1945, Senghor affirme son désir de quitter, en tant que, là aussi on le sent, il parle de son milieu bourgeois et le fait que pour lui, il y a une obligation de prendre parti au débat de son époque, justement. Senghor affirme son désir de quitter la tour d'ivoire du poète pour descendre dans la cité, dans la rue, dans la vie réelle, pour fraterniser avec la foule de ses semblables au visage de pierre. Il parlait de ces pauvres prolétaires qui souffraient, effectivement, dont il était justement le porte-parole, ceux des sans-voix, et de les humaniser. Que de ma tour dangereusement sûre, je descends dans la rue avec mes frères aux yeux bleus, aux mains dures. Cette fraternité repose non sur la race, mais sur l'appartenance à une communauté universelle. Le poème dédié à Emma Payelville participe aussi à l'exaltation des valeurs universelles et humanistes. Là aussi, c'est magnifique de constater cette dimension senghorienne. Cet hommage à une infirmière blanche d'origine française qui s'est illustrée lors de la peste qui frappa Dakar en 1937. En se dévouant pour soigner les Noirs des quartiers indigènes, Senghor disait à cette dernière, « Tu rompus les remparts décrétés entre toi et nous, les faubourgs indigènes, pour nous apporter effectivement du remède. » Vous avez vu comment Senghor effectivement tenait à rendre hommage. Et puis à travers cette blanche, il y a beaucoup, comme le grand, comme encore, je ne l'appellerai pas révolutionnaire, américain dont les 5 enfants sont morts en livrant bataille contre les esclavagistes, effectivement, aux États-Unis à l'époque. Voilà, et il y en a des multiples comme ça. Donc Senghor est toujours dans cette optique. Pour Senghor, une telle attitude ne pouvait manquer de stimuler la mise d'un poète appartenant à une civilisation où la valeur suprême laisse l'homme en tant qu'il est le frère et le soutien de l'homme. Au point que, plus tard, en 1978, il fera figure en exergue sur Étopique, Nit Moy Garaba. C'est un concept, l'homme est un remède de l'homme. C'est ce que, effectivement, Saint-Exupéry disait, effectivement, la grandeur d'un métier, c'est d'unir les hommes. Il n'y a qu'un luxe véritable, c'est celui des relations humaines. Senghor est fondamentalement dans cette optique. Selon Senghor, pour que s'accomplisse la jonction entre les races, qu'advienne la fraternité universelle, le noir, victime de siècles et de millénaires de maux, de souffrances
imposé par l'autre, doit faire preuve de dépassement. Il doit oublier. D'ailleurs, à la page 22 de son recueil de poésie intitulé « Neige sur Paris », Senghor annonce, comme plus tard dans « Prière de paix d'Hostie Noire », sa volonté de pardonner, sa volonté simplement d'oublier. À l'inverse, Prière au masque inaugure effectivement la longue série de poèmes où Senghor développe les caractéristiques effectivement des Noirs, animés d'un immense amour pour l'homme, pour leurs frères humains, ces Noirs pris dans la guerre horrible qui ne les concerne pas directement, mais qui donnent leur vie comme le pauvre son dernier vêtement. Mais Senghor, un éternel optimiste, il prend tout comme un nécessaire chemin de croix, car il presse au bout de toutes ses souffrances l'avènement d'un monde meilleur. Je vous fais grâce des poésies. J'avais mis des poèmes, mais Madame la Présidente est d'une élégance tellement, je ne veux pas abuser. Mais bon, on en reparlera dans les échanges. L'influence de Teilhard de Chardin. Je vais conclure à ce niveau-là. Teilhard de Chardin, bien évidemment. Parler de Senghor, les amis, sans parler de Teilhard de Chardin, serait équivoque. Pour le philosophe jésuite, bien évidemment, anthropologue, paléontologue, géologue, entre autres, Pierre Teilhard de Chardin, la seule religion acceptable pour l'homme est celle qui lui apprendra d'abord à reconnaître, à aimer et servir passionnément l'univers dont il est l'élément le plus important. D'un point de vue intellectuel, selon Senghor, la découverte de Teilhard de Chardin va bouleverser sa vie. Il en parle même dans Liberté 5, sur le dialogue des cultures, publié en 1992. Dans Liberté 5, il prononce cette fameuse phrase. La découverte de la pensée de Teilhard de Chardin lui est apparue comme une invitation adressée au peuple négro-africain à apporter une contribution au rendez-vous du donner et du recevoir. En effet, c'est cette absence d'approche inclusive sur l'altérité qui justifie sa distanciation avec les thèses marxistes-léninistes. Il retrouve le comblement de ce vide chez Teilhard de Chardin. Son hommage à Teilhard de Chardin, disait Senghor, cet hommage à Teilhard de Chardin, je le voudrais moins d'un chrétien que d'un croyant, moins d'un homme politique que d'un homme, moins d'un politique que d'un homme. Il s'agit de dire comment un homme, si vous voulez, un intellectuel négro-africain a été, dans sa recherche de la vérité, aidé, sauvé par Teilhard de Chardin, qu'on ne s'y méprenne pas. Ceci n'est pas une déclaration anti-marxiste ni anti-communiste. J'ai trop à faire avec ma recherche pour vitupérer le marxisme, le communisme, d'autant que Marx, Engels, Lénine ne m'ont pas été inutiles, sinon le marxisme et le léninisme. Après quelques années de lecture et de réflexion, le matérialisme historique de Marx et de Engels m'avait fait comprendre le processus de mon aliénation, mais pas le pourquoi. La lutte des classes, qui est le centre du matérialisme dialectique, j'ai l'impression qu'elle est mal située. C'est Senghor qui parle. Elle était moins au niveau des nations que des races et des continents. Car la plus grande réalité du monde contemporain n'est pas la domination des prolétaires par la bourgeoisie, c'est la domination des peuples de couleur par l'Occident, la domination du continent par le presqu'île Europe et son prolongement nord-américain. J'ai cherché, j'ai attendu de longues nuits que Marx ou Engels me parlât de la traite des négrières ou des valeurs de négritude, civilisation universelle. Telles étaient les principales impasses où me menait la quête marxiste. Je revenais sur mes pas vers ma négritude, qui était sans contredit le fondement même de mon être, la base permanente où trouver de nouveaux viatiques pour de nouveaux départs. C'est vers ce temps-là que j'ai découvert Teilhard de Chardin et qui débouchait mes impasses sur le soleil des libérations. Ces phrases de l'auteur précitées
à Teilhard de Chardin et le condensé même de sa pensée sur la civilisation de l'universel et sur le dialogue des cultures. Et sur le dialogue des cultures, voire même le dialogue des peuples. Et qui lui était, pour lui, l'identité effectivement de l'universalisme. Chers amis, en conclusion, je vais faire allusion à la francophonie pour dire simplement, c'est cette philosophie qui justifie son combat au sein même de la francophonie. En effet, dès 1968, il envoie des émissaires à la première conférence de Niamey, du 17 au 20 effectivement, février, avec ce message. La création d'une communauté de langue française sera peut-être la première du genre dans l'histoire du monde moderne. Elles expriment le besoin de notre époque, où l'homme, menacé par le progrès scientifique dont il est l'auteur, veut construire un nouvel ordre humaniste qui soit en même temps à sa propre mesure et à celle du cosmos. Chers amis, vous l'avez vu de manière substantielle, j'ai été peut-être un peu long, mais c'est pour dire simplement à travers ce triptyque de sa littérature que Senghor est un auteur humaniste et sa pensée effectivement demeure humaniste. Et il est fondamental d'invoquer effectivement la philosophie de Senghor, surtout dans un contexte effectivement plus ou moins politique, où l'exclusion effectivement est érigée en règle d'or, où le haut poids de l'art que je m'y mets est érigé effectivement en règle de vie sociale, où effectivement les murs effectivement sont souvent construits ici et là, en oubliant effectivement ce qu'on a en commun, la fraternité, ce bonheur de vivre ensemble, en faisant abstraction à l'ensemble des différences. Merci à vous. Merci beaucoup, cher Ibrahima, pour... J'ai été un peu long. Oui, mais bon, je ne dis rien. Donc, pour avoir mis l'accent justement sur ce qui fait le fondement de la pensée de Senghor, en tout cas ce qui a été là aussi une ligne directrice au-delà de la civilisation de l'universel, c'est cette nécessité du dialogue des cultures qui suppose que les cultures se connaissent, donc qu'elles échangent, qu'elles parlent, qu'elles s'apportent mutuellement pour éviter ce que vous avez appelé le mépris culturel. Je crois que c'est quelque chose d'absolument indispensable. Pour discuter, pour dialoguer, il faut se connaître, il faut connaître l'autre. C'est peut-être aussi, encore une fois, un des éléments de l'actualité de la pensée de Senghor. Merci beaucoup. Donc, je vais laisser la parole à notre dernier intervenant, Monsieur Benjamin Boutin, donc président de Francophonie sans frontières, qui va nous parler de Senghor, l'héritage sans frontières. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci, Madame la modératrice. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur le Professeur, Mesdames, Messieurs. Je remercie la Fondation Léopold Sédar Senghor, la ville de Limoges, son président, son délégué général et vous tous d'être là, sachant que nous avons vécu ces dernières semaines des beaux événements autour de Léopold Sédar Senghor, qui a quitté cette terre il y a 20 ans, le 20 décembre 2021. Et à cette occasion, nous avons eu plusieurs événements en France, au Sénégal, dans la francophonie. Francophonie sans frontières, qui est l'ONG que je préside, a organisé un grand colloque sur l'avenir de la pensée senghorienne, en fait, une pensée pour demain, puisque cette pensée, qui était extrêmement riche, comme vous avez pu l'entendre, mérite d'être perpétuée, mérite aussi que les nouvelles générations se l'approprient. Alors, on peut évidemment la discuter d'un point de vue plus critique, mais moi, en tant que militant de la francophonie depuis mes plus jeunes années, j'ai plutôt envie tout de même de souligner le caractère exceptionnel de cet homme, à la fois sa pensée et son action, puisque ce Bergson africain, comme on dit, a vraiment marié les deux, homme de pensée et homme d'action. Alors, homme de pensée parce qu'effectivement, il était un poète, un homme de lettres, il a émis un très grand nombre d'écrits, d'essais. Monsieur, vous avez cité il y a toute la série Liberté. Il y a également tout un corpus de discours, puisqu'il a été un homme public. Il s'est exprimé à la télévision, à la radio. Il a été docteur honoris causa d'une trentaine d'universités à travers le monde. Donc il a eu des tribunes, comme ça il a représenté la France
à la conférence fondatrice de l'UNESCO. Bref, il a eu une destinée internationale. Et ce qui est intéressant à souligner aussi, c'est qu'il était donc ce métis culturel, à la fois sénégalais, évidemment ancré dans son terroir de naissance, dans son royaume d'enfance, du Ciné Saloum, mais aussi ouvert sur l'international et ouvert grâce déjà à ses études qu'il avait entreprises, comme vous l'avez dit, la Mésopotamie, l'Égypte, son ouverture sur le monde, son sens aussi de la prière. Je crois que c'était un homme de foi et ça l'a beaucoup aidé à prendre des décisions. Et je crois qu'on ne peut pas enfermer Senghor dans sa couleur de peau, même s'il a été un apôtre de la négritude, surtout dans ses jeunes années avec Damas et avec Césaire. Césaire le voyait d'ailleurs comme l'Afrique dans sa splendeur, dans sa sagesse, dans sa poésie. Mais Senghor, ça n'était pas que l'Afrique. C'était l'Afrique qui accueillait les influences variées, notamment la culture française, la francité, la culture gréco-latine. C'était un fin latiniste. Et il a été un pédagogue exceptionnel aussi, il faut le dire. Il a d'ailleurs enseigné dans des lycées français. Il a été prisonnier de guerre ici en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il a eu une destinée protéiforme et donc il y a plusieurs Senghor. Et je crois aussi que sa pensée, sa réflexion a évolué. Quand il a eu cette phrase qui a fait polémique, notamment dans les milieux intellectuels africains que vous avez rappelé tous deux, la raison est hélène, l'émotion est nègre. Je crois que ça servait aussi à faire bouger les lignes, à susciter la réflexion, mais lui-même a pu évoluer sur certaines de ses phrases de jeunesse, notamment. Et en tout cas, moi, je suis attaché au Senghor un peu mature, qui a pris de la distance aussi sur ses expériences politiques, sur ses expériences de jeunesse, et ce Senghor qui a choisi la Normandie, en l'occurrence Verson, pour passer la dernière partie de sa vie. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion, il y a quelques jours, de visiter cette maison qui appartenait à sa deuxième épouse, Colette Hubert, et qui, lors de son décès, a été léguée à la collectivité, à la ville de Verson. Je crois que c'est important d'avoir des lieux comme ça, où il a résidé. Il y en a au Sénégal, mais il y en a aussi en France, qui peuvent devenir des lieux de mémoire. Parce qu'aujourd'hui, maintenant qu'il n'est plus là, maintenant que peut-être on parle moins de lui évidemment dans les médias et sur différentes tribunes. D'ailleurs, c'est heureux d'avoir ici à Limoges cette table ronde dans cette ville qui a pris réellement un positionnement francophone. Le nom de la bibliothèque en témoigne. Les formations à l'université de Limoges. On a ici Marion Lemoine qui œuvre aussi pour faire connaître cette francophonie auprès des jeunes, et je dois dire que c'est un sujet qui est très peu connu en France. Moi, j'essaie, avec mon bâton de pèlerin, de sensibiliser les uns et les autres à la francophonie, parce qu'il y a encore beaucoup de méconnaissances, de préjugés, des assimilations parfois à la France-Afrique. Enfin, et je crois pourtant que la francophonie demeure l'un des plus beaux héritages de Léopold Sédar Senghor. Il a eu un héritage littéraire, poétique avant tout, un héritage politique, un héritage qu'on pourrait qualifier aussi de spirituel à la suite de Pierre Teilhard de Chardin, mais il y a tout cet héritage francophone qui est majeur. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas cette forme de coalition des États et gouvernements francophones, l'agence universitaire de la francophonie, le réseau des chaires Senghor, d'ailleurs, qui porte son nom, le réseau de l'université Senghor, et l'Association internationale des maires francophones, l'Association des régions francophones, toutes ces organisations qui ont été mises en place progressivement, je dirais, surtout à partir des années 60, donc avec le tournant aussi de la décolonisation, mais même avant, parce qu'il y a eu un mouvement associatif francophone, les écrivains, les journalistes qui se sont réunis pour la première fois à Limoges en 1950. L'Union des journalistes francophones est née à Limoges.
Et donc, tout ce mouvement, en fait, francophone, découle en grande partie du militantisme et de l'action de Léopold Sédar Senghor, même si, comme ça a été rappelé, il y a eu d'autres pères fondateurs, dont Bourguiba, effectivement, le prince Norodom Sihanouk, ou encore Amani Diori, le Québécois Jean-Marc Léger, etc. Donc moi, en tant que militant de la francophonie depuis mes plus jeunes années, j'ai aussi envie de parler du courage de Senghor. Je crois que c'est un homme qui était courageux. On a parlé d'ambivalence, on a parlé d'hésitation, on a parlé de... C'est vrai que c'était un homme de conciliation et c'était pas un homme qui était dans la violence. Il y a eu d'autres révolutionnaires, mais lui était plutôt un homme de synthèse. Un homme de synthèse et qui avait une vision du temps long. C'est-à-dire que, effectivement, notamment pour le processus de transition démocratique au Sénégal, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est certain que construire un État, construire une administration, poser des nouvelles bases à l'éducation, ça prend un certain nombre d'années. Et aussi conduire un pays vers le multipartisme et vers les transitions, je dirais, de présidentielles, ça prend aussi du temps. Et lui avait la vision du temps long, et parfois ça a pu créer des frictions, notamment avec ses plus proches amis politiques. Donc, sur le volet politique, je crois quand même que le Sénégal bénéficie encore de son action 40 ans après sa sortie du pouvoir. Et la francophonie, en tout cas, bénéficie de sa vision qui était une vision humaniste, une vision du dialogue des cultures. Et ce dialogue, vous l'avez dit, Madame la professeure, il peut se faire que si on se connaît. Et la langue française est un moyen d'intercompréhension qui réunit aujourd'hui 300 millions de personnes aux horizons très variés, majoritairement jeunes, 60% des francophones ont moins de 30 ans. Et c'est donc un socle. C'est un socle, c'est un facilitateur transactionnel, un facilitateur d'échange, de compréhension. Mais c'est un socle pour une coopération, en fait. Une fois qu'on se parle, c'est bien, c'est une première étape. Mais ensuite, que faisons-nous ensemble? Donc, au départ, il y a eu l'Agence de coopération culturelle et technique. C'était la culture, c'était aussi l'énergie. Ce sont des sujets dont on n'a pas épuisé toutes les potentialités. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup de francophonie économique. Donc, les peuples souhaitent se développer encore plus économiquement. On parle aussi de numérique. Donc, la francophonie numérique, c'est un vrai enjeu pour ne pas finir marginalisé dans ce monde numérique qui est de plus en plus, évidemment, anglophone, aussi sinophone. Donc, trouver une troisième voie dans la mondialité, chère à Édouard Glissant, c'est l'un des combats de la francophonie. Ça ne veut pas dire que cette francophonie est exempte de défauts, de critiques, mais l'impulsion initiale de Senghor mérite, à mon avis, d'être sauvegardée et d'être portée par les nouvelles générations. Donc, Senghor était un passeur de culture. J'ai entendu le mot assimilation. Je crois que lui-même souhaitait assimiler les connaissances, mais ne pas être assimilé. Et donc, il était ouvert aux influences, mais il a su marier l'enracinement dans cette culture négro-africaine et l'ouverture sur le monde, et en particulier grâce à cet outil merveilleux qu'il qualifiait ainsi, qu'est la langue française, trouvée dans les décombres du régime colonial. Donc voilà cet héritage qu'il est difficile de synthétiser, même en plusieurs heures. Je crois que le colloque Senghor que nous avons organisé déjà était pluridisciplinaire, et nous avons eu des diplomates qui ont parlé de lui, des hommes de lettres, on a eu des universitaires, des artistes qui ont pu évoquer les différentes facettes du génie de Léopold Sédar Senghor. Je crois que le mot n'est pas excessif. Quand on crée, on fait preuve de génie. Et lui était un visionnaire également, qui voyait sur le temps long, comme je le disais. Et nous avons voulu aussi
perpétuer cet héritage en créant des œuvres, notamment un vêtement hommage d'exception. Avec Ousmane Ouedraogo, nous avons voulu créer une série de chroniques radiophoniques que vous pouvez trouver sur la radio Francophonie sans frontières. Et en fait, tout l'enjeu maintenant, qu'il est mort il y a 20 ans et qu'il aurait 115 ans aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est de trouver, en fait, dans ce monde en pleine évolution, je disais, avec cette sphère numérique qui nous vampirise de plus en plus, des moyens de perpétuer cette vision, de la transmettre aux jeunes générations. Et ça passe, à mon avis, beaucoup par les écoles, les universités. Je souhaiterais que Léopold Sédar Senghor soit davantage dans les programmes scolaires, davantage dans les programmes universitaires. Je souhaiterais également, puisque, comme je vous l'ai dit, à mon sens, il était pleinement sénégalais, mais aussi français. Je crois que c'est une figure de notre égalité des chances en France, puisqu'il a été secrétaire d'État, il a été ministre, il a été académicien, premier homme noir académicien d'Afrique, et il a accédé donc aux plus hautes responsabilités. Je souhaiterais que son nom soit inscrit dans la crypte du Panthéon, comme l'est le nom de Césaire, accompagné si possible d'un poème. Et donc, il va y avoir également cette année l'ouverture de la Cité internationale de la langue française au château de Villers-Cotterêts. Et le député Jacques Krabal, qui est secrétaire parlementaire de l'Assemblée de la francophonie, a souhaité qu'un buste de Léopold Sédar Senghor soit placé dans cette Cité internationale de la langue française, située au château de Villers-Cotterêts, dans l'Aisne, qui fut le château où François Ier prit l'édit de Villers-Cotterêts, faisant de la langue française la langue officielle de la justice et de l'administration. Donc c'est à nous qu'il revient de perpétuer cet héritage grâce à l'appui aussi de la Fondation Senghor, que je remercie à nouveau pour cette initiative. Et je veux saluer évidemment le travail remarquable qui est fait en France et au Sénégal par des hommes et des femmes qui sont passionnés par Senghor, qui ont cet héritage à cœur et qui peut-être manquent un peu de soutien. Alors si nous, les citoyens, leur apportons du soutien, par exemple, vous avez la possibilité d'adhérer à l'antenne française de la Fondation. Je crois que c'est notre responsabilité aussi. Et puis de parler de Senghor aux jeunes, pour qu'ils s'y intéressent, pour qu'ils le lisent. Et il y a plusieurs voies d'accès, en fait. Les poèmes en sont un, les discours, enfin, en fonction de notre sensibilité, je crois qu'il y a énormément de choses à creuser et à continuer à valoriser dans notre époque pour que, effectivement, la pensée de Senghor reste actuelle. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention et pour le fait de remettre en perspective justement tout cet héritage. Alors, je propose, vu que l'heure avance, peut-être quelques questions et puis on fera la conclusion générale. Est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle, peut-être? Oui. Oui, justement. Voilà. Ah, d'accord. Oui, c'est juste un témoignage que je voudrais faire. Il y a un mot que j'ai beaucoup apprécié de la part du dernier orateur, c'est le mot courage. Alors Léopold Sédar Senghor, à titre personnel, je l'ai connu, puisque j'ai vécu au Sénégal. Alors j'étais très jeune, mais il se trouve que, et Ibrahima le sait, j'étais en classe avec son fils, avec Philippe, qui malheureusement s'est tué en voiture en revenant sur la corniche. Ce qu'il faut savoir, et je dis qu'il était effectivement très courageux, et c'était un visionnaire. Moi, je me souviens à l'époque, déjà, il était marié, excusez-moi du terme, avec une blanche, c'est donc il y a plus de 50 ans, et il était catholique dans un pays qui était musulman. La cathédrale était d'ailleurs juste à côté du palais présidentiel, puisqu'on y allait à pied très facilement quand j'étais chez eux. Donc ça, déjà, il était accepté. Et par contre, par rapport à la communauté musulmane, il a toujours aidé la communauté musulmane. On connaît la mosquée de Touba, qui est quand même magnifique, hein, cette grande mosquée.
et il n'a jamais rejeté la religion musulmane. Il allait vers les autres. Et puis ce que je voudrais dire, dernière chose, oui, c'est vraiment un visionnaire, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est mai 68. Moi, j'étais sur place en mai 68. Ce n'était pas des grèves, ça a été pratiquement une guerre civile, puisque l'armée a tiré à balles réelles, mais l'armée a été obligée de tirer à balles réelles. Le soir, moi je me souviens, j'étais très jeune, mais il y avait le couvre-feu et nous avions une maison qui était à Ouakam, mais non pas sur la base aérienne, mais en pleine campagne, et on n'avait pas d'électricité. Il y avait les arrestations, et là on s'est demandé vraiment à un moment donné, moi je me rappelle les discussions dans ma famille, est-ce que le pays va basculer ou pas? Et ce qui a un peu sauvé, et c'est là où je dis c'était un visionnaire extraordinaire, c'est que les gens, ce que j'appelle le peuple de l'intérieur, est monté, comme on dit sur Dakar, comme on dit on monte sur la capitale. Et là je peux vous dire qu'ils sont montés armés. Alors armés non pas avec des fusils bien sûr, mais avec des machettes face à ces jeunes, et ils estimaient que tous ces jeunes étudiants, c'était ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de terroristes. Et c'est grâce au président Senghor qui a su dialoguer, qui a su porter des réponses, et bien que ce pays s'est développé, que la situation, puisque en 68, les jeunes Français qui passaient leur bac, ils ont pu avoir un avion, Madame la Présidente, pour venir à Paris, pour passer le bac, puisque bien sûr, nous n'avions plus ni de lycée, plus rien, tout était fermé. Et oui, je lui rends un grand hommage et je remercie beaucoup Monsieur Boutin pour ce vibrant hommage. Et si je peux participer à votre aventure, ça sera avec un grand plaisir. Merci. Il y a une demande de parole ici. En attendant, juste simplement pour vous remercier, je suis ému de savoir que vous avez connu Philippe, parce que dans la maison de Senghor à Verson, il y a des portraits de Philippe. Et on sait que c'était vraiment la prunelle de leurs yeux. C'était un grand drame que cet accident. Et vous avez évoqué des aspects qu'on n'a pas eu le temps, effectivement, le côté médiateur entre les religions aussi, le fait de respecter les équilibres internes du pays. Ça, c'était aussi une forme de courage, effectivement. Et le courage, alors on a évoqué un peu plus tôt le panafricanisme. C'est quelque chose de très vaste, hein, mais je crois qu'avec le Festival des Arts Nègres de Dakar, il y a une forme de panafricanisme culturel aussi. Les idées de Senghor au moment juste avant les indépendances, cette vision de grands ensembles africains, en fait, lui, comme je vous le disais, il voyait sur le long terme. Donc si ça s'était réalisé, peut-être qu'il y aurait eu moins de problèmes aussi avec certaines frontières, certains pays, etc. Sauf qu'il y avait quand même une urgence pour les peuples à devenir souverains. Mais des fois, les grands desseins mettent du temps à se réaliser. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à lire Senghor et à écouter ses discours. Il a été député à l'Assemblée constituante. Donc, tout ça, on peut le retrouver aussi sur le site de l'Assemblée nationale. Donc, ce sont des matériaux aussi pour des étudiants. Et on n'a pas fini de redécouvrir la richesse de sa pensée. Excusez-moi, j'ai la voix prise, mais je vais faire un effort. Et je remercie les organisateurs. Et nous avons suivi des brillantes interventions. Et c'est vraiment académique. Mais on ne peut pas parler de Senghor sans parler aussi de sa femme. Vous savez, Senghor, il était très humble. Et son humilité, moi, ça m'a beaucoup touché. Parce que Senghor disait que je suis historique, pas par mérite, mais par des circonstances. Voilà un chef d'État dont sa femme mettait pression sur lui parfois de quitter le pouvoir avant que le pouvoir ne... Bon. Et il y a eu même des conversations où sa femme lui a dit, Senghor, vous voyez Diouf, il est bien préparé. Vous êtes même plus âgé que son père. Et il a suivi les conseils de sa femme. Alors, comme on le dit souvent, derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme.
Alors, parler de Senghor ici, sans parler de sa femme, et sa femme a posé aussi un acte qui nous a marqué, nous les Africains. Elle est décédée ici, dans une grande famille bourgeoise, mais elle a accepté de se faire enterrer à côté de son mari. C'était vraiment un symbole. Vous savez, moi je suis né dans un pays, la Guinée, où Senghor a été diabolisé. Voilà. Et les gens parlaient mal de lui, assimilés, ceci, cela, parce que mon pays a eu la chance ou la malchance d'être gouverné par quelqu'un qui n'avait pas le niveau de Senghor. Senghor était en avance. Senghor était une grande lumière. Il a compris que son pays n'avait pas de ressources naturelles, mais son pays avait besoin de ressources humaines de qualité. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que nous devrons enseigner à nos enfants. Et moi, ce que je dis souvent à mes enfants, vous avez eu la chance d'être né en France, c'est à côté ici, à Toulouse, on fabrique Airbus, mais battez-vous au moins pour savoir au moins fabriquer un vélo. Alors, je vous remercie. Et Senghor, franchement, pour un Guinéen, à l'époque, on disait tout de Senghor, mais c'est avec l'âge que j'ai compris que Senghor, c'est lui qui avait raison. Et aujourd'hui, il a formé les Sénégalais, et dans les grands débats, le Sénégalais est devenu un homme universel, qui parle l'arabe très bien, qui parle l'anglais, qui maîtrise le français, et je crois que dans les institutions internationales, ça se voit, et la qualité des prestations aussi. C'est l'un des rares pays qui n'a pas connu le coup d'État. Moi, je viens d'un pays, mon pays vient de connaître encore un autre coup d'État. Voilà. Et je dis souvent à mes compatriotes que ce n'est pas les Gaulois qui nous ont colonisés, qui ont vendu notre bauxite aux Chinois. C'est nous les Guinéens, parce que nous ne savons pas la transformer. Et pourtant, la bauxite a été découverte par un Français. Mais aujourd'hui, c'est les Chinois qui sont en train de nous faire du mal, et c'est la France qui reçoit encore nos familles. Alors je remercie les organisateurs, et moi, j'ai Senghor dans ma pensée, et j'ai Senghor dans mon cœur. Merci. Pas d'autres prises de position, pas d'autres remarques? Si, voilà. Professeur. Je remercie beaucoup les organisateurs de cette table ronde en hommage à un père, à un parent de l'Afrique. Vous savez, en Afrique, quand un monsieur atteint l'âge de Senghor, il est difficile de dire du mal d'un père. Parce que chez nous, ce monsieur a quand même rendu honneur à l'Afrique en accédant à l'Académie française. C'est un super respect à la langue française. Nous avons été un haut technicien de langue française auquel l'Afrique ne peut que rendre hommage. Un chef d'État, sur le plan politique, c'est difficile pour nous autres Africains, 60 ans plus tard, de juger un chef d'État. Il a fait ce qu'il a pu, mais moi je vais rester simplement, je ne vais pas rentrer dans la politique ou je vais rester comme le monsieur tout à l'heure sur les petites histoires africaines. Je me souviens quand j'étais petit, qu'on disait que Senghor était assez hautain. Il disait au président Idio, j'enseigne le français aux petits Français de la France. Il lui disait, l'avenue du 27 août ressemble aux petites ruelles de Dakar. Nous, on a gardé dans ce côté frondeur de Senghor qu'on appréciait par rapport au dictateur qu'on avait à l'époque, Amadou Ahidjo. Donc, mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi de rendre hommage à un très grand monsieur de l'Afrique que nous pleurons aujourd'hui et qu'on espère que les petits, parce que moi je pensais qu'il y aurait eu des jeunes de 20 ans, 15 ans, qui allaient nous dire, nous, Senghor, voilà ce qu'on a appris, voilà ce qu'on veut faire. Mais c'est bien, les Ibrahima sont déjà un peu vieux, ainsi que le professeur Chalas. Je pensais que bon, ils ont posé les bases très techniques vraiment
avec une prestance, avec une maîtrise du sujet. Mais je pense que la prochaine fois, nous aurons des petits jeunes sénégalais, africains, qui nous diront, nous, Senghor, voilà ce que nous voulons faire. Je vous remercie. Voilà, monsieur et monsieur. Tout d'abord, mes sincères remerciements pour ce brillant exposé. De ce que nous avez exposé, Senghor s'affiche vraiment comme quelqu'un, un virtuose de l'ambivalence, réellement. Et au regard de son parcours, je ne peux pas m'empêcher de penser à la fameuse phrase de Romain Gary qui disait qu'il n'avait pas une goutte de sang français, mais que la France coulait dans ses veines. Et sincèrement, je le ressens à travers ça. Aujourd'hui, la pensée de Senghor et son universalisme, au regard de ce qui se passe au Mali et au Sahel, on ne peut pas voir plus actuel à mon sens. Et ma question va être la suivante. Comment pensez-vous que cette pensée universaliste pourrait permettre à cette zone et à l'Afrique en général de sortir des travers qui la tuent actuellement? Merci. Non, je pense que c'est assez difficile de répondre dans la mesure où c'est, j'allais dire, je crois que la culture est propre à chaque pays. Je pense qu'effectivement, si le projet historique et politique de Senghor s'était réalisé, c'est-à-dire cette grande fédération entre le Sénégal, le Mali, etc., s'était réalisé, c'est vrai que probablement les destins auraient été très différents. Je crois que la difficulté, et c'est ce que je dirais en quelques mots de conclusion, je pense que contrairement à beaucoup de nos hommes politiques actuellement, et je dis nos au sens très générique, pas France, mais l'ensemble, c'est qu'il manque très souvent une dimension visionnaire et stratégique, un projet collectif commun. Et ce qu'a fait Senghor, et je crois que c'est ressorti un petit peu de toutes ces discussions, il avait un projet politique et fondé sur des conceptions qui n'étaient pas que politiques, puisque c'était l'homme, la culture, et l'universel, etc. Et je crois que ça, c'est sans doute le meilleur moyen d'éviter le conflit, parce que ça oblige à réfléchir, à s'inscrire dans une pensée différente. Et il me semble que peut-être que l'évolution, ce serait d'avoir des hommes de cette trempe à la tête des États. Et comme on l'a dit d'ailleurs à plusieurs reprises, non pas pour dire je suis au pouvoir pour le pouvoir, mais pour faire quelque chose et pour traduire un projet collectif. Et ça, malheureusement, je pense qu'on l'a de moins en moins. J'aimerais juste ajouter une petite réflexion au regard des réflexions que j'avais partagées avec l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur du Mali, qui est un professeur qui a été conseiller à la Cour constitutionnelle. Et ce qu'il disait, ce qu'il déplore, et ce qui renvoie également à la pensée des Senghor, c'est l'absence de dialogue, en fait, l'absence de compromis. Comme je le disais tout à l'heure, Senghor, lorsqu'il parlait du sens de la démocratie dans les empires africains, par exemple, eh bien, il disait que finalement, même lorsqu'il y avait toujours une unanimité dans la prise des décisions, car la minorité, finalement, par le dialogue, par la parole, qui d'ailleurs est très défendue par Amadou Hampâté-Bâ, la parole est vraiment ce qui permet un vivre ensemble, eh bien, l'unanimité rejoint la majorité. La minorité rejoint la majorité, et donc on parvient toujours à prendre une décision à l'unanimité. Donc je pense que vraiment le dialogue accompagné par le compromis, c'est peut-être quelque chose qui aujourd'hui s'est affaibli beaucoup et qui pourrait sembler banal, mais qui est peut-être au compte tenu des tensions et des situations diplomatiques internationales, cela a été perdu de vue, et peut-être que ce sera un élément également qui pourrait accompagner justement des réflexions nouvelles. C'était juste une petite réflexion. Oui, Parce qu'il faut ajouter des choses. Je pense que je partage parfaitement ce que vous disiez sur le temps long. La question, c'est comment on construit le temps long. Pour répondre, alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on le problème du Mali, c'est de répondre à des urgences. Il y a une urgence, il y a de la pression, il y a une attente de réponse immédiate. La question, c'est comment on construit le temps long. Si j'ai insisté tout à l'heure sur
la formation, là, vous l'avez également fait, aux humanités de Senghor, je pense qu'aujourd'hui, un des défis, et là je ne vais pas répondre sur Senghor, je réponds clairement à la fois ici et partout, je pense qu'de façon universelle, c'est, et puis je suis très content que Marianne soit là, spécialiste des centres d'éducation, c'est comment on forme. Qui est-ce qu'on forme aujourd'hui? À quoi formons-nous nos jeunes, nos étudiants, comment on redéfinit le projet pédagogique, c'est-à-dire le projet d'acquisition des connaissances sur le monde aujourd'hui? C'est très compliqué, c'est une question qui est très large, et il me semble que c'est là-dessus, en fait, qu'il y a un travail à faire. Et c'est ce que moi je crois que c'est comme cela qu'on installe le temps long. Sans l'éducation, c'est un vrai problème. Voilà, les réponses immédiates à des questions parfois très urgentes font que progressivement, on atrophie en réalité ce qui fonde ce que Ibrahim disait tout à l'heure, ce qu'on appelle l'humanisme. Et ça, c'est la réponse, c'est celle-là. La réponse, c'est comment on réintègre l'humanisme dans la constitution d'un humain, en fait. Et il y a un discours à tenir là-dessus. Et il ne faut pas désespérer. Je pense qu'en réinscrivant ça comme un vrai projet, on pose quelque chose. Tout le bonheur, de mon point de vue. Peut-être une dernière question, monsieur, et puis peut-être juste à rajouter, mais parce que voilà, monsieur, voilà, et on terminera par voilà. Oui, on terminera. Allez-y, je vous en prie. Oui, merci. Je vais compléter également la question de monsieur. Tout d'abord, je tenais à vous remercier, Dr Ibrahima Dia, particulièrement pour votre invitation. Et je tenais à remercier tous les intervenants aujourd'hui, puisque moi, j'ai découvert Senghor quand j'étais au niveau bac. Donc, voilà, j'étais littéraire. Donc, j'étais tout d'abord fier et content de découvrir un poète noir aussi qu'on étudiait ici à l'école française. Donc, j'ai eu la chance aussi de faire beaucoup d'écoles françaises dans ma vie par le métier de mon père qui est diplomate. Donc voilà, je peux particulièrement parler de ça. Mais ma question, elle est simple. En fait, voilà, on a parlé du mieux vivre ensemble, on a parlé de Senghor en tant qu'humaniste et en tant qu'universaliste. Et je voudrais savoir aujourd'hui, est-ce que dans les écrits, dans les discours de Senghor, on a des éléments pour pouvoir justement se battre pour cet universalisme-là et cet humanisme qui est représenté aujourd'hui, on va dire, qui est dans un pays rare aussi au Sénégal, à travers le dialogue entre les religions et à travers les ethnies aussi, puisqu'on parle beaucoup moins d'ethnie aussi, c'est quelque chose de très important en Afrique et qui favorise le mieux vivre ensemble. Voilà. Monsieur Dia va pouvoir répondre à cette question. Je crois que la réponse est oui, il y a tout un tas de textes et d'écrits. D'ailleurs, la réponse est ce qu'avait dit tout à l'heure Thierry Debourg. J'étais très ému, Thierry, par tes témoignages vécus sur cette question. Pour dire simplement la laïcité, par exemple, pour répondre à ta question, la laïcité, c'est une transposition de la laïcité française. Au Sénégal, le débat sur la laïcité ne pose pas un problème. C'est en France que je suis étonné. Les multiples définitions, les restrictions, le débat, voilà un exemple. Et un autre exemple sur le respect de la religion de l'autre et le respect et le vivre ensemble. Senghor a tout transposé quelque part dans son métissage sérère et dans son amour effectivement de la France. Quand il y avait la prière de l'Aïd, vous l'avez dit, la cathédrale était à côté de la présidence. C'est un assidu justement, un vrai pratiquant. 4% de la population élue 5 fois au suffrage universel. Par qui? Par les marabouts, grands électeurs, qui décident pour qui il faut voter. Parmi des candidats musulmans, ils ont choisi le chrétien à chaque fois. C'est incroyable. Et pire encore, quand il y a la prière de l'Aïd, Senghor vient le matin. Il y a son fauteuil. À côté de l'imam, un chrétien, il s'assoit à côté. Jusqu'à la fin de la prière. Après, il rentre. Mais c'est extraordinaire. Il avait tout le comportement, toute la crédibilité et toutes les garanties pour les chefs d'État de le maintenir au pouvoir parce que c'est un garant de stabilité par le prisme de son être et de sa manière d'être. Et quand il quittait le pouvoir, il a fait le tour des marabouts. Il y a une vidéo qu'on m'a envoyée l'autre jour, c'était émouvant.
Il parlait son sénégalais Wolof bancal. Il ne sait pas parler Wolof, hein, la langue dominante du pays. Et ça ne l'a pas empêché de gouverner 20 ans. Il disait au marabout, à un moment donné, il dit, le bol, tu ne bouffes pas tout. Il dit, monsieur le marabout, je suis fatigué. Et la jeunesse, la relève est assurée. Abdou a la compétence et il est préparé pour. Donc je venais pour vous dire que je suis fatigué, j'ai envie de quitter le pouvoir. Mais en Afrique, qui a quitté le pouvoir? Donc son humanisme est là. Dans Chant d'ombre, dans Hostie Noire, dans ses libertés. Il ne parle que de l'humanisme. Que de l'humanisme. Il le dit, l'homme africain, il aime tout le monde. Qu'est-ce que les autres disent aux Africains? C'est des grands enfants. Parce qu'ils lisent l'homme africain qui aime tout le monde par le prisme de leur propre vision du monde. Voilà la dichotomie incroyable. D'où l'importance d'être des pèlerins de Senghor. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président, de continuer à parler de Senghor encore et toujours. Et c'est l'occasion de remercier justement les détenteurs de notre bureau. Il y a Daniel qui est là, il y a Madame la Présidente. Voilà, des gens assidus qui sont plus âgés que moi, qui m'ont vu étudiant, qui m'ont vu actuellement, qui m'ont accepté. Et ça, il faut le dire. C'est ça, être humble, quel que soit le statut et la qualité, parce qu'il n'y a pas plus humble que Madame la Présidente. Et si vous allez sur Internet pour voir son CV, c'est incroyable. Hein? Vous ne pouvez pas finir de lire. Donc, l'antenne française de la Fondation Senghor, c'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, l'humanisme, c'est ça au fond. Et malheureusement, en France, dans ma petite délégation chargée des quartiers, quand je vois les gens, ils sont en France, ils n'écoutent pas la télé française. Soit c'est Al Jazeera, soit c'est la télé du pays. Ils ne connaissent même pas le journaliste. Et tu dis, oui, moi, ce n'est pas mon pays. Tu n'as jamais été au pays d'origine. Moi, j'en ai connu des Sénégalais où ils sont nés ici, où les parents me disent, Ibrahima, viens parler à nos enfants. Quand je vois un certain Abdoulaye aujourd'hui, je suis fier. Avant, il me disait, non, moi, ce n'est pas mon pays, je veux travailler au Sénégal. J'ai dit, mais quand est-ce que tu as été? Non, pas encore. Montre-moi ta carte d'identité. Je ne l'ai pas. Donc, voilà le travail qu'il faut faire. Et Senghor est le navire, voire même la barque qui peut nous amener effectivement à dire aux gens, voilà un exemple de réussite, voilà un exemple de vivre ensemble, voilà un exemple effectivement qui, grâce effectivement à l'éducation obligatoire, grâce à Jules Ferry et tout, bon, on peut reprocher à Jules Ferry autre chose, mais sur ce point-là, la question est claire, les opportunités sont là. Donc soyons des Senghor et parlons Senghor dans les quartiers, parlons Senghor à nos enfants, parlons Senghor à tout le monde, entre autres bien évidemment, Marlot, comme encore, voilà. On peut refaire Senghor pendant longtemps, mais encore une fois, le vivre ensemble, effectivement, est au cœur de la philosophie senghorienne. C'est pourquoi on ne se lassera jamais de revenir faire un banquet avec vous, effectivement, même sans vous, parce que Senghor est d'actualité. Sa pensée, effectivement, est indélébile et il faut en parler. Mes amis, je donne la parole à la présidente pour clôturer, parce que si on continue comme ça, on ne va pas finir. Hein. Ah non, c'est vachement magnifique. Merci. On ne va pas finir. Napo, on nettoie. C'est pas faux. C'est pas faux. Je crois que monsieur voulait vraiment faire. Voilà, deux minutes, allez-y. D'accord. Merci à Isabelle, à Paulia de Fayan qui sont investis vraiment voilà, dans ces projets. Excusez-moi, parce que j'avais oublié un petit passage là. Et Senghor, même si nous mettons et nous prenons toute la nuit, on ne peut pas parler de Senghor en 2 heures ou en 3 heures. Mais regardez, moi je me suis un peu intéressé, quelqu'un qui est venu en Europe très jeune, mais il a gardé, il s'appelle Léopold Sédar. Sédar, ça veut dire quoi, en fait? En sérère, je crois que ça veut dire l'homme qui n'aura jamais honte, quelque chose comme ça, Sédar. Alors, Senghor, non seulement, comme on le dit, il était chrétien, mais il a gardé Léopold Sédar, il a gardé son prénom Sédar. Léopold Sédar Senghor. Et ça voulait dire tout simplement que dans sa langue maternelle, l'homme qui n'aura jamais honte, Sédar. Merci. Merci.
Merci beaucoup. Bon, quelques mots de conclusion assez rapides au regard de leur tradif. Donc, on l'a dit, hein, poète, président, homme d'État, homme de culture. Et je pense que là, on a donné un certain nombre d'aspects de ces différentes facettes. Fervent militant de la francophonie, hein, comme vous l'avez rappelé, hein, qui a quand même donné sa consistance même à la notion de francophonie, et avec l'idée finalement que cette langue française, elle est faite pour dialoguer, elle peut exprimer tout un tas d'éléments qu'on ne saurait peut-être pas exprimer autrement. Alors au-delà de tout ça, je crois que ce qui a été surtout mis en exergue aujourd'hui, ce sont justement les caractéristiques. Vous évoquez la question, qu'est-ce qu'on doit en retenir ? Pourquoi parler de Senghor encore aujourd'hui ? Je crois que justement, alors on a évoqué la barque ou le navire, je crois que c'est vraiment le bateau amiral d'un certain nombre de questions. C'est quelqu'un qui a construit une réflexion personnelle, philosophique, politique ensuite, sur justement l'humanisme. Mais l'humanisme au sens de respect des autres, dialogue, on l'a dit à plusieurs reprises, dialogue des cultures. Le fait qu'il faut prendre le temps de se connaître, il faut prendre le temps de dialoguer. Et ça a été transposé dans son action politique sur négocier, prendre en compte le point de vue de l'autre, c'est-à-dire arriver effectivement à un compromis. Et on l'a dit à plusieurs reprises, il n'y a pas une culture qui est supérieure à une autre, il n'y a pas un point de vue nécessairement qui est supérieur à un autre. Il faut discuter pour essayer de voir ce qu'on peut construire ensemble. Et il me semble que cet élément-là, c'est un point important, j'allais dire, dans la philosophie de Senghor, mais c'est aussi peut-être important dans la manière politique dont on gère une situation, dont on gère, je ne sais pas, une commune, un État, bon, peu importe, hein, mais à tous les niveaux, n'importe quelle structure. Je crois que la leçon qu'il nous a donnée, de dire, bon, on est dans l'humain, chacun a ses idées. Ce n'est pas l'idée de rabaisser l'autre ou de lui dire que bon, on n'a que mépris pour les idées qu'il défend. C'est au contraire essayer de prêter attention, de prendre en compte les autres, leur dimension religieuse, on l'a rappelé, hein, la culture, la religion. Il faut respecter la religion de l'autre, à condition qu'il respecte la vôtre, c'est toujours pareil. Et ça, c'est, je crois, l'élément essentiel. Et on l'a redit à plusieurs reprises, ce qui est intéressant, c'est de savoir que malgré les différences, il y a quand même moyen de partager un certain nombre de choses. On peut partager collectivement et construire là-dessus un projet humaniste, un projet politique, mais qui permettent justement d'aller plus loin. Ce qui est toujours, et ça répond peut-être aussi à la question que vous évoquiez par rapport au Mali, mais malheureusement, ce n'est pas le seul, c'est que si chacun campe toujours sur ses antagonismes en disant de toute façon, moi j'ai raison tout le temps, bon ben voilà, c'est sûr que le projet collectif, il ne va pas très loin. Deuxième remarque peut-être par rapport à la postérité de Senghor, on a beaucoup parlé du vivre ensemble aujourd'hui. C'est vrai, hein, on a dit à plusieurs reprises, oui, c'est ça finalement le projet, c'est écouter l'autre, respecter, connaître, donc voir ce qu'on peut avoir de collectif. Moi, je suis très sensible au fait, mais alors là, c'est plutôt juridique, hein, qu'on commence à voir apparaître ce concept du vivre ensemble au plan juridique. La Cour européenne des droits de l'homme, elle a parlé du vivre ensemble, elle a admis le vivre ensemble comme étant un élément qui traduit finalement le juridique, et qui traduit d'ailleurs de manière assez intéressante, parce que c'est finalement le fait de partager des valeurs communes. Et pour un juriste, ce qui est très intéressant, ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que ça modifie complètement nos perspectives classiques, où quand on parlait de l'ordre public, c'était plutôt négatif. C'était l'ordre public, c'est là où la liberté s'arrête par rapport à la liberté des autres. C'est ça qu'il faut garder. Ça, c'est la conception que j'appellerais plutôt négative, c'est-à-dire, oui, la liberté, c'est, voilà, il y a une limite, hein, qui est la remise en cause des droits des autres, des libertés des autres. Et on en arrive maintenant à une vision beaucoup plus positive, si je puis dire, c'est que l'ordre public, c'est plutôt la conception collective que l'on a des valeurs communes. Le respect de l'ordre public dans une société, c'est aussi le respect des valeurs de l'État dans lequel on se trouve et de la société dans laquelle on vit. Et à mon avis, là, c'est beaucoup plus intéressant et ça va plus loin d'une certaine manière. Ce n'est pas l'aspect passif, c'est l'aspect où on peut construire à partir de là un projet collectif commun. C'est peut-être là-dessus aussi que Senghor peut nous enseigner un certain nombre d'éléments, parce que là aussi, c'est fondé sur le dialogue et le respect. C'est le respect des religions, c'est le respect des cultures différentes, c'est le respect des projets différents. Mais je crois que là, ça a été quand même un des éléments fondamentaux aujourd'hui. Alors,
On l'a dit, c'est aussi ce métissage finalement qui a été un maître mot. Le métissage aussi, c'est le fait qu'on n'a pas forcément à choisir entre plusieurs cultures. J'allais dire, compte tenu maintenant de la mondialisation, est-ce que quelqu'un peut dire qu'il n'est qu'une seule culture, qu'il n'a qu'une seule culture? C'est peut-être un petit peu compliqué. Bon, moi, je ne vais pas vous faire étalage de ma vie personnelle, mais je dois dire que quand j'étais enfant, j'étais plutôt dans la logique culture méditerranéenne, civilisation grecque et latine. Alors, c'est pas comme Senghor, je vous rassure tout de suite, c'était pas ça. Je suis pas agrégé de grammaire, mais si vous voulez, moi, on m'aurait dit, est-ce que vous êtes plutôt lié à telle ou telle culture? J'aurais dit peut-être que je n'en savais rien, parce qu'on n'est jamais que l'héritage d'un ensemble de cultures qui se sont croisées à des moments donnés. Bon, effectivement, il y a une culture judéo-chrétienne, il y a des cultures autres, mais on n'est pas, si vous voulez, un pur produit d'un seul élément à un seul moment, etc. Sinon, de toute façon, et je crois que là, c'est le troisième élément que je voulais développer, il y a cette espèce d'ouverture sur le monde. Et c'est ça que ça nous apprend aussi. C'est-à-dire que pour construire l'homme, il faut sans doute que l'homme accepte, comme le disait Senghor, le donner et le recevoir. C'est très bien de recevoir d'autres pays, d'autres cultures, d'autres civilisations. C'est bien aussi de donner. Et le fondement de la pensée de Senghor, je crois que c'était aussi ça, c'est-à-dire que pour que l'homme grandisse, il faut qu'il se nourrisse aussi d'autres choses, d'autres cultures, d'autres projets, d'autres actions, d'autres philosophies, que sais-je. En tout cas, c'est peut-être ça aussi qui ouvre les yeux. Moi, je trouve que on est dans des situations où on critique toujours, ah oui, mais ça va pas, on a ça qui est pas bien fait, etc. Oui, mais alors regardez ailleurs. Et quelquefois, c'est instructif. Donc, c'est aussi ça, peut-être, la démarche de Senghor. Et ça nous montre aussi l'exemple d'un chef d'État qui, finalement, est arrivé au pouvoir. Alors, comme il le disait un peu par hasard, du fait des circonstances, peut-être, ça c'est vrai, mais qui, du coup, peut-être avec cette qualité, qui n'était pas que politique. Et donc, il a pu nourrir un projet, une perspective, une stratégie, en se fondant sur sa culture, sur ses connaissances, alors techniques, évidemment, de français, mais aussi de réflexion sur le sens des mots, sur le sens de la culture, sur le sens de l'homme. Sur justement, c'est pas par hasard qu'il a beaucoup, qu'il a eu la révélation peut-être d'une certaine manière avec Teilhard de Chardin. Quand même, l'ouvrage majeur de Teilhard de Chardin, c'est le phénomène humain. Le phénomène humain. Donc ça veut bien dire qu'on était vraiment dans cette pensée sur l'humanisme et sur ce que pouvait apporter l'homme. En tout cas, cet effort pour accéder à l'universel, parce que justement, c'est sans doute par ce métissage, par ces échanges, par ces réflexions que l'on peut faire grandir l'homme. Donc éviter le mépris des cultures, revenir aux sources, parce que revenir aux sources, ça ne veut pas dire s'isoler, ça veut dire aussi se reporter à ce qui fait nos fondements personnels aussi, bien sûr, culturels, mais ça n'empêche pas d'être ouvert aux autres et de favoriser, encore une fois, le dialogue des peuples et le dialogue des cultures. Je crois que c'est vous qui l'avez dit, monsieur, l'accueil des cultures et les influences. On est finalement au cœur d'un grand ensemble et dire ça, c'était aussi une perspective. Je veux dire, sa volonté de construire cette espèce d'approche mondiale, mais entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie, c'était pas si utopique que ça. Simplement, il suffit de se parler. Et c'est vrai que dans le temps actuel, le dialogue, la négociation, la discussion, comme on disait aux temps anciens, la délibération, parce que c'est ça finalement le fond, eh bien on n'a plus le temps, parce qu'on se trouve qu'il y a des urgences, il faut répondre immédiatement à tel ou tel élément. C'est pour ça d'ailleurs que tous nos textes juridiques ou autres ne sont pas forcément évidemment les meilleurs, parce qu'on ne prend pas quelquefois le temps, tout simplement, de discuter, et de persuader, de convaincre, d'arbitrer. Bon voilà, c'est le rôle même de la démocratie. Eh bien, je crois que sur ce point-là, Senghor a encore bien des leçons à nous donner. Merci. Comme j'aime le micro, la présidente me la donne. Il y a des fiches d'adhésion qui sont autour de vous. Donc, la trésorière, elle est au fond, Hélène. Donc, il y a son mail dedans. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Voilà, l'antenne a besoin de vous. L'antenne a besoin de votre participation active. On a besoin non seulement de votre
participation financière. Pour Senghor, ce n'est pas le plus important. Ce qui est plus important, c'est la participation humaine. Comme le dit Nit Moy Garabam, ce que j'ai dit tout à l'heure. Si tu as l'homme, tu as tout. Donc on a besoin de vous. Merci à tout le monde et à la prochaine fois. Et merci à l'ensemble du panel. Voilà, et vous avez été extraordinaire, magnifique. Et voilà, bravo, bravo. Merci.